Vous avez toujours voulu savoir ce que les gens me racontent en consultation. Alors j'ai décidé de vous permettre d'écouter à la porte de mon cabinet. Je suis Thérèse, diplômée de philosophie, thérapeute de couple et sexologue. Et depuis 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes à s'aimer mieux, s'aimer plus. Toutes les histoires que vous allez entendre sont vraies. Certains ont changé leur prénom, mais d'autres pas. Vous allez entendre parler d'infidélité. Beaucoup. La leur ou celle de leur conjoint. De violences sexuelles, physiques, psychologiques, vécues souvent enfant, mais aussi parfois à l'âge adulte. De ces schémas que l'on répète en amour, d'addiction sexuelle ou d'absence de désir, de plaisir, de vie sexuelle. Love Care, c'est une plongée au cœur de l'intime qui peut vous provoquer certaines émotions, alors surtout, respectez-vous. Si je diffuse avec leur accord ces confidences, c'est parce que les histoires des autres peuvent nous aider à mieux comprendre la nôtre. Alors bonne écoute. Bonjour, bienvenue. Comment est-ce que vous vous appelez? Émilie, Et vous avez quel âge, Émilie? 34 ans. Alors racontez-moi, qu'est-ce qui a bien pu provoquer cette prise de rendez-vous? Je vous écoute. Alors, je vous ai contacté parce que ça fait un an que je suis séparée du père de mes enfants, Vous avez combien d'enfants? deux, deux petits garçons de 7 et de 2 ans. Le papa de mes enfants, ça faisait 16 ans que j'étais avec lui. On s'est rencontrés, on avait 17. Donc, on a construit toute notre vie ensemble finalement. Premier amour. Amour un peu fraternel parce qu'aujourd'hui, c'est quand même très compliqué de faire comme si finalement il n'avait jamais existé. On s'est séparés parce que il y a eu une infidélité de mon côté. J'ai rencontré un homme au travail qui, alors au début, voilà, il se passait rien du tout. Et en fait, un jour, il m'a regardé différemment. Et ce jour-là, vu que moi, j'étais aussi dans une période où ça n'allait pas dans notre couple, l'arrivée du deuxième aussi a été catastrophique, hein. Euh, Catastrophique? Pourquoi catastrophique? Catastrophique parce que j'étais déjà très surmenée, beaucoup de charge mentale parce que j'avais un rythme entre le travail et gérer mon premier matin et soir. J'avais une vie un peu de maman solo la semaine puisque mon conjoint de l'époque ne pouvait pas le gérer. Et donc, je portais tout à bout de bras. Et je savais qu'en faisant le deuxième, c'était compliqué, que j'allais sûrement ne pas réussir à tout gérer. Et je me suis dit, mais si, tu vas y arriver, tu es forte. Bon, il s'est avéré que voilà, la reprise du boulot a été très compliquée. J'ai eu un deuxième enfant qui a été très dur aussi, à tel point que j'en ai regretté de l'avoir mis au monde. Enfin, je l'ai limite rejeté Qu'est-ce qui parce que était, qu'est-ce qui était très dur chez lui? il pleurait tout le temps. Hmm, Je n'avais pas de moment plaisir avec cet enfant. hmm. J'ai repris le travail, j'allais le chercher à la crèche. Il pleurait jusqu'à ce qu'il dorme, quoi. Et Ouais. c'était très compliqué. Et je me sentais vraiment seule. J'avais pas en parler à mon conjoint. Il me disait, mais non, ça va aller, c'est une passade, etc. S'ajoute à cela la fatigue, la pression du travail. J'ai explosé en vol. Ouais, je comprends très bien, Émilie. C'est Ouais. beaucoup, hein. C'est vrai que ça fait beaucoup à gérer pour une propre, enfin, c'est beaucoup à gérer pour une femme. Mm. Et là, vous m'avez dit que vous avez rencontré un homme au travail. On en rencontre beaucoup des hommes au Oui. travail. Ça fait partie du concept un peu d'aller travailler à Complètement. l'extérieur, c'est de rencontrer beaucoup de monde. Mais là, vous dites finalement, il y avait aussi une sorte de timing. Vous étiez dans une période difficile et lui a posé un regard sur vous. Et là, vous n'avez pas pu résister. Alors au début, si, parce que je me suis dit que je me faisais des films et que un homme comme lui ne pouvait pas s'intéresser à moi. Ah, c'est intéressant ça comme réflexion. Un homme comme lui ne pouvait pas s'intéresser à vous. Il avait quoi de spécial, lui, qui fait qu'il n'aurait pas pu s'intéresser à vous? Déjà, son statut social dans l'entreprise. C'est-à-dire? Il a un poste à haute responsabilité Ah, ok. et c'est quelqu'un qui ne se livre pas. Donc, il est très mystérieux. On ne sait pas ce qu'il fait de sa vie, les week-ends, etc. Et donc, il était comme inaccessible. Ça veut dire à haute responsabilité qu'il était un de vos supérieurs hiérarchiques? Non, on n'a pas de lien hiérarchique ensemble. D'accord, ok. Mais il avait un poste supérieur dans la boîte à Exactement, la voilà. vôtre, ok. Mhm. Et donc, j'étais, on va dire, flattée, parce qu'en plus, moi, ça faisait 6 mois que j'avais repris le travail. Donc, bon, vous savez, un retour de congé Bien sûr. maternité, on n'est pas au top de sa forme non plus aussi physiquement. Donc, voilà, j'avoue avoir été flattée qu'un homme comme lui commence à poser voilà, un regard sur moi, en fait. Mhm. Donc, il y a eu un petit jeu de séduction. Donc, au début,
Je prenais pas les perches qui me tendaient. Je me disais, mais non, je me fais des films. Et puis après, je me suis prise au jeu. Et derrière, bah, ça s'est contracté par des sentiments, etc. C'est intéressant que vous dites je me suis prise au jeu. Parce qu'effectivement, dans cette période de séduction, il y a un jeu. Et le jeu, c'était comment avec votre conjoint, avec qui vous étiez depuis que vous avez 17 ans? Il y avait Bah, encore cette dimension non, de jeu de séduction? Mm. non, plus du tout. En fait, c'était compliqué entre nous depuis quand même pas mal de temps. Mm. En fait, j'étais dans une relation où c'est moi qui impulsais systématiquement les choses. Ah, Euh, c'était vous la locomotive, quoi. Et lui, il suivait. Exactement. Il suivait. Et Mm. c'était compliqué parce que j'avais l'impression qu'on ne formait pas une équipe, Mm. qu'il était spectateur finalement de notre vie et que à chaque fois que je lui demandais d'être là, bah, voilà, il minimisait les choses ou il me disait mais non, t'inquiète pas, ça va s'arranger ou je peux pas. Mais j'avais l'impression de me sentir seule en fait dans notre couple. Et ça s'est concrétisé parce que quand du coup j'ai eu cette relation avec mon amant et que pour le coup j'ai complètement baissé les bras et arrêté de faire des efforts, et ben lui-même on n'a pas fait pour me reconquérir et se dire attends là on s'éloigne, qu'est-ce qui se passe? Et je lui aussi, je lui en veux aussi de ça, de me dire bah, en fait il a été nonchalant pour plein de sujets, mais même sur ce sujet de je veux récupérer ma femme parce que je vois qu'elle s'en va ailleurs ou bah il a pas bougé quoi. C'est étonnant, hein, comme on a besoin d'être conquise, on a besoin qu'on se batte pour nous. On a quand même ce petit côté un peu princesse qui cherche son chevalier, quoi. Mais je pense que ça reste, alors qu'on est en 2025, on a besoin quand même qu'un homme se batte pour conquérir notre cœur. Et quand on voit qu'il se bat pas pour nous, bah, ça peut être difficile à vivre. Et vous, finalement, ça vous a conduit à prendre quoi comme décision? Bah écoutez, aujourd'hui on est séparés parce qu'il l'a découvert. Je pense que s'il n'avait pas découvert, je serais encore avec lui aujourd'hui. Parce que j'avais pas le courage de tout quitter. Mais attendez, parce que ça vous semble logique, mais ça n'est pas tant que ça. Il découvre votre infidélité et là, il vous dit, on ne peut plus être ensemble parce qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre une infidélité et une rupture. Aussi surprenant que ça puisse paraître, parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens font ce lien de cause à effet, mais c'est plus complexe que ça. Pourquoi lui, la découverte de l'infidélité l'a conduit à prendre cette décision d'avoir une rupture avec vous? Parce qu'il m'a toujours dit c'est la pire chose que je pouvais lui faire. Et que si un jour je passerai le cap, il m'a toujours dit je ne te le pardonnerai jamais. Quand il l'a découvert, je savais que c'était fini et que jamais plus je ne pourrais revenir vers lui. Sauf que j'ai été dans le déni en fait pendant un an, de me dire mais si en fait tu m'as toujours dit que tu m'aimais donc tu vas me pardonner, mais bien évidemment que tu vas me pardonner. Tu peux pas vivre sans moi. C'est toujours moi qui ai pris les décisions donc tu vas être perdu sans moi. J'aime bien dire ça, mais je lui dis souvent ta vie à mes côtés c'était une thalassothérapie. C'est moi qui gérais tout. Donc, tu vas me revenir. Et en fait, pas du tout. Il a été très fort d'ailleurs. Euh, il m'a surprise. Attendez, Émilie, il n'est pas revenu, mais vous avez poursuivi votre relation avec votre amant ou bien vous l'avez arrêté? Oui, alors ça a été compliqué parce que j'ai arrêté. Je suis revenue, j'ai arrêté. Et depuis un an, c'est ping-pong. D'accord, ok. Ouais. Mais vous étiez prête à lui dire, écoute, j'arrête, pardonne-moi. Ah, d'accord. Oui, j'arrête, pardonne-moi. Donc, j'ai quitté plein de fois mon amant, sauf que lui, bah, était éperdument amoureux de moi, donc il m'a pas lâché non plus. Et en fait, il m'apportait tellement de bien-être, de bienveillance, d'amour que je ne pouvais pas aussi me résigner à le quitter finalement. Et je me disais, mais là, il faut que tu fasses un choix. Et j'avoue que pendant quelques semaines, j'ai un peu joué sur les deux tableaux. Et quand le père de mes enfants a découvert ça, ça a été encore bah, une trahison pour lui. Et là, c'était hors de question de revenir. Donc, tant que vous n'étiez pas au clair avec cet amant, impossible de repartir ensemble. Et Mm. même si vous mettez un terme à votre relation extra-conjugale, c'est pas pour ça que, il allait revenir vers vous. Oui. Si bien qu'aujourd'hui, hein, alors, on garde des bons rapports pour les enfants. Mais je sens encore dans son regard, dans sa façon d'être avec moi, encore de la colère, voire de la haine. Il prend beaucoup sur lui et ça, j'avoue aussi que ça me blesse parce que je me dis comment on peut passer 16 ans de sa vie avec quelqu'un, l'aimer.
lui dire que on voit pas sa vie sans elle ou sans lui, et regarder aujourd'hui cette personne sans amour, en fait, sans tendresse, il y a plus rien aujourd'hui dans son regard. Et ça, j'ai eu du temps à l'accepter aussi. Et quand je vous entends, je vous avoue aussi que ça me fait quand même réfléchir sur l'importance qu'on accorde aussi à la fidélité. Quand il dit c'est la pire chose que tu puisses me faire, c'est assez étrange, hein. C'est juste une petite parenthèse, mais quand on y pense, parce que par exemple, la pire chose qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est peut-être de lui faire du mal physiquement, c'est de l'insulter, donc de lui faire du mal psychologiquement, c'est de dire du mal de lui aux autres, c'est de faire du mal à ses enfants. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses autres que l'infidélité. Et c'est assez surprenant de voir la place que ça peut prendre émotionnellement dans la vie de quelqu'un. Et surtout, moi, ce qui m'interpelle dans ce que vous me partagez, c'est que vous dites j'étais la locomotive, c'était une thalassothérapie quand il était avec moi, tellement je m'occupais de tout. Et donc, vous avez été merveilleuse comme épouse sur plein d'aspects de votre vie, de votre relation. Et une fois, vous craquez dans un moment de fragilité et tout s'effondre. Je trouve C'est ça quand ça. même dur, hein. Mais ça, c'est mon Et- avis personnel, on peut ne pas oui. être d'accord avec moi. Et pourtant, j'ai un grand sens de la fidélité. Je continue à penser que c'est une très belle valeur à vivre, mais parfois je me dis qu'elle est vécue d'une façon un peu disproportionnée. Mais Alors, je suis totalement d'accord avec vous, et c'est pour ça aussi que j'ai eu cette période un peu de colère contre lui, en lui disant, mais voici ma sentence, une erreur que j'ai commise, et en plus une relation de 3 mois, 4 mois, enfin, c'était peanuts, quoi. Et la sentence, c'est celle-ci, et je me dis, waouh, je... ouais, c'est dur. en sachant qu'il y avait deux jeunes enfants, bon, c'est pas pour justifier, mais pour dire qu'il y a des circonstances, il y a un contexte, quoi. Je veux dire par là, c'est que. Mais bon, on entend sa souffrance, il faudrait pouvoir l'écouter et comprendre pourquoi est-ce que ce fait-là prend une telle importance dans sa vie au point de mettre un terme à une histoire longue qu'il a vécue avec vous. Après, c'est un homme. Ça veut dire quoi, ça, Émilie? Bah, ils ont ce côté aussi macho, l'ego, d'être trompé par sa femme. Autant nous, les femmes, on a tendance à ravaler notre fierté, notre ego, autant un homme. En plus, il est espagnol, donc il y a un petit peu. Alors, il n'est pas du tout macho, mais là, en Mais tout la cas, dimension culturelle, elle joue vous aussi. voyez ce que je veux Mm. dire? Ben, Donc, en fait, je vois très forcément, bien, et je pense que c'est important aussi de parfois le dire, qu'il y a quand même aussi tout cet héritage culturel des siècles de patriarcat, comme on dit, qui font qu'il y a des choses qui ne sont pas autorisées pour les femmes. Vous savez, quand les gens viennent en consultation pour des problèmes d'infidélité, quand c'est l'homme qui trompe la femme, moi j'ai toujours, il y a 9 chances sur 10 que le couple arrive à se réconcilier. Quand c'est la femme qui trompe l'homme, il y a 9 chances sur 10 que le couple se sépare. Et ça sort pas de nulle part. Et vous donnez quelques éléments, il y en a encore d'autres, hein, mais c'est important. Bon, tout ça pour dire, Amélie, que vous vivez comme une sacrée épreuve. Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre pour vous en ce moment? alors, en ce moment, c'est la culpabilité. Parce que, et on a eu beau me le dire, hein, d'avoir fauté et d'avoir brisé ma vie de famille. Vous avez fauté et brisé votre famille. C'est lourd, ça. Oh là là. Bah, ouais, alors, on me dit, mais non, ça fait des années que tu lui dis que ça va pas, des années que tu lui dis qu'il faut qu'il se réveille, et il bouge pas. Donc, et on m'a dit, ton couple allait mal, mais c'est toi qui as juste mis un terme à cette histoire, mais c'est pas toi qui a provoqué les choses et qui a dégradé la situation. Donc, j'essaye de me déculpabiliser avec tout ça. Mais c'est dur parce que quand j'ai mes enfants, mon grand qui me demande, Maman, je t'en supplie, remets-toi avec papa, s'il te plaît, pitié, je suis malheureux, qui se met à pleurer. Je vous avoue que c'est compliqué parce Mais je que, comprends. en fait, et vous le disiez, hein, dans un de vos podcasts, dans une infidélité, on est co-responsable. Et j'avais tendance à dire, bah, je suis la méchante et lui, c'est la victime. Et en fait, je me rends compte que non. Alors, effectivement, c'est moi qui ai fauté. Mais j'ai fauté aussi pour une bonne raison. Parce qu'il a failli à son devoir de mari, en fait. Ça me fait penser à une référence biblique. Bon, il faut savoir que moi, j'ai été éduquée dans la foi catholique, mais vraiment, donc j'ai tout mon imaginaire qui est pétri d'images bibliques, même si aujourd'hui, c'est pas ça qui me conduit dans mon quotidien. Mais je pense en fait à ce moment, je ne sais pas si vous voyez aussi dans la Bible, il y a cette histoire de Adam et Ève. Et Mm, Ève va commettre cette faute de manger la pomme, le fruit défendu. mm. Mais la question, c'est où étais-tu, Adam? Qu'est-ce que tu foutais? Et pourquoi Ève était toute seule face au serpent? Et donc, il a aussi la faute de l'avoir laissée seule face au serpent, c'est-à-dire seule face à la tentation.
Et je trouve que dans cette histoire, en fait, il faut toujours comprendre les récits bibliques dans leur portée symbolique et psychologique. C'est des récits qui sont très forts. Mais on peut dire c'est Ève qui a fauté, mais Adam a fauté parce qu'il a laissé Ève seule dans cette. Et c'est vraiment, je sais pas, je pensais à ça quand je vous écoutais parce que vous me dites, je me sentais seule avec les enfants, seule avec ce petit bébé qui pleurait beaucoup, seule à devoir porter la famille, seule aussi à driver le couple. J'ai senti vraiment dans ce que vous avez partagé un grand sentiment de solitude. Et là, la question, c'est pourquoi ce mari, cet homme, a laissé sa femme seule? Et là, il a une part de responsabilité. Voyez. Mm. Alors oui, on peut faire un focus, et vous savez bien que dans cette histoire même biblique, on va dire, ah, mais c'est Ève qui a fauté. Mais c'est pas juste de dire ça. Euh, je sais pas si ça vous parle, mon Mm. image biblique, là, Ah non, mais qui me met en vous écoutant. Mais, complètement, et c'est ce que je dis souvent, c'est que dans un couple, on forme une équipe et j'avais l'impression de chacun se gérer tout seul et il n'y avait plus d'entraide, il n'y avait plus de soutien moral, il y avait plus rien en fait. Et ça, c'est pas juste, parce que c'est pas ça le concept du couple. C'est Et ça, ça. c'est vraiment important ce que vous dites là, Émilie, parce qu'il faut reconnaître la part de responsabilité de chacun. Vous pouvez pas porter seul le poids d'une rupture. On est co-responsable, et donc c'est 100% qu'on est responsable de la situation. C'est pas 50-50 ou bien 10%, 90 ou 20%. Non, on commence pas ces pourcentages-là. Donc lui, il est 100% responsable de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, parce qu'il aurait très bien pu réagir autrement face à la situation qu'il a découverte. Il aurait pu très bien aussi agir autrement avant que cette situation n'arrive. Donc, il a sa part de responsabilité et vous, vous êtes aussi 100% responsable par les actes, les choix que vous avez posés. Mais c'est vraiment important parce que sinon, vous n'allez pas vous défaire d'une culpabilité qui n'est pas ajustée à une faute réelle. Vous m'entendez souvent parler, parce que finalement, quand on parle d'amour et de sexualité, il y a beaucoup de sentiments de culpabilité qui revient. Hein. Culpabilité, c'est une émotion qui vient quand j'ai commis une faute. Quelle est votre part de responsabilité dans la situation qui est la vôtre? De pas avoir réussi à me raisonner au moment où il a tout découvert. De ne pas avoir réussi à être claire avec ce que je voulais. Et même encore aujourd'hui, hein, j'ai l'impression d'être devenue bipolaire. Je vais penser quelque chose, et je suis convaincue par ce que je ressens et par mon idée. Et puis, 2 jours plus tard, il va se passer peut-être un événement et je vais dire l'inverse. Ou dans une conversation, pas plus tard qu'hier, je dis quelque chose et à la fin de la conversation, je dis autre chose. Et c'est hyper déstabilisant parce que je me dis, mais oh, je suis folle ou quoi? Et j'arrive plus à être alignée avec ce que je ressens en fait. Je réagis sur le coup de l'émotion, chose qu'il ne faut pas faire, je le sais. Et je me convainc d'eux. Et en fait, je pense que je parle trop vite. Et alors maintenant, je suis plus prudente, je mesure ce que je dis et je me laisse du temps. Alors, c'est un gros défaut aussi que j'ai, hein, c'est que je suis impatiente. Et ça a aussi conduit à la perte de mon couple. Hein. Mais voilà, c'est la faute que j'ai commise, c'est de ne pas avoir été seule au moment où il a tout découvert et de me recentrer sur moi, ce que je voulais et prendre du temps pour moi. Mhm. Oui, finalement, Ouais. ce que vous dites bien, c'est cette espèce de déconnexion avec vous-même, cette Mm. difficulté à savoir quel est le désir profond de votre cœur. Et comme vous avez du mal à savoir ce que vous voulez, de pas arriver à bien le formuler, et donc forcément, lui, ça engendre de l'insécurité parce que c'est pas très bien ce que vous voulez. Et alors, vous l'expliquez très bien, hein, quand on est pris par plein d'émotions, on va changer d'avis d'une heure à l'autre parce qu'on va commencer à se laisser emporter par son ressenti du moment. Donc ça, c'est le propre de ces tempêtes qu'on traverse. Mais j'ai envie de vous poser la question, ça remonte à quand ce moment de la déconnexion avec votre désir profond, de savoir ce que vous voulez? Vous avez l'impression que c'est maintenant Non, ça a toujours ou été. c'est quelque chose de plus profond chez vous? Mm. Non, ça a toujours été. C'est vrai que je fais toujours passer les autres avant moi. Et ouais, j'ai tendance à m'oublier, j'ai tendance à toujours penser aux autres, toujours vouloir faire plaisir à l'autre. Et je suis conditionnée comme ça, je reçois peu finalement, je donne beaucoup, je reçois peu. Et c'était pour moi, c'est une normalité. Et quand j'ai découvert mon amant, avec lequel je suis tombée amoureuse, et ben il m'a chamboulée sur cet aspect-là parce que pour le coup, c'est lui qui me donnait énormément et moi finalement très peu. Et du coup, il m'a complètement déstabilisée même dans ma façon d'opérer et d'être au quotidien, même en amour finalement. Et donc culpabilité aussi, du coup, encore cette culpabilité, de ne pas lui donner autant que lui me donne. Donc ouais, très compliqué aussi sur cet aspect-là. Ouais.
D'où ça vous vient cette façon d'être en relation qui est de beaucoup donner sans trop attendre en retour? En fait, mes parents ont vécu une infidélité. Ma mère a été trompée par mon père et à ce moment-là, j'ai dû jouer un peu le rôle de maman. Euh, Elle a sombré dans l'alcool et j'ai dû gérer tout ça aussi, toute cette épreuve et tenir un peu les choses à bout de bras. Donc je donnais beaucoup. Elle était incapable de me donner quelque chose en retour. Et ça vient peut-être de là, effectivement, ce besoin de prendre soin des autres, ouais, peut-être. C'est Mm. comment de vivre avec une maman qui est alcoolique? Racontez-moi. C'est très dur parce qu'en fait, mon père, ma mère, enfin, je parle comme si elle était décédée, elle est toujours en vie. Mais c'est plus la même aujourd'hui. Ma maman, c'était mon Dieu, c'était mon idole. J'étais fière de ma maman, je la trouvais belle, je la trouvais intelligente. J'étais fière de la montrer à mes amis et de dire c'est ma mère, c'est ma maman, regarde comment elle est jolie, regarde comment elle est belle. Et quand elle a sombré dans l'alcool et qu'elle est devenue l'ombre d'elle-même et que j'ai dû faire ce rôle de maman et ne plus avoir finalement ce soutien émotionnel, bah, j'étais totalement anéantie et déstabilisée de me dire mais où est passée ma maman? Et aujourd'hui encore, elle s'est soignée, mais elle est plus comme avant. Elle est la maman que j'ai connue, qui me protégeait, qui me soutenait, qui prenait soin de moi. Elle est partie, cette maman-là. Et à ce moment-là, la petite fille que vous étiez, elle s'est racontée quoi comme histoire? Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Bah, qu'en fait, je devais avoir ce rôle protecteur et tout assumer pour que tout se passe bien. Il y a quelque chose qui se passe mal dans la vie et tout le monde a tendance à se reposer sur moi aussi. T'inquiète pas, je gère, je suis là. Je, je suis forte, je peux y arriver pour nous deux, donc repose-toi sur moi, je vais prendre la main. Ouais, t'inquiète pas, je suis forte, je suis là, tu peux te reposer sur moi. Je vais gérer pour deux. Et la petite fille, elle s'est déjà dit ça. Mm. Et quand vous y Mm. repensez aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Bah, je me dis qu'en fait, j'ai assumé des choses que je n'aurais pas dû à mon jeune âge. Alors, ça m'a forgé un caractère, une résilience à toute épreuve. Mais ouais, je pense que ça m'a aussi un peu détruit. Ouais. Qu'est-ce que c'est venu abîmer chez vous? J'ai de la colère parce qu'aujourd'hui, avec ma mère, je suis agressive. Je m'emporte très vite, je m'agace très vite. Tendance à vouloir tout gérer, alors que en fait, non, c'est à cause de ça que j'explose en vol. Et maintenant, je me dis, ben, accepte l'aide qu'on te donne. On te tend la main, accepte-la, t'es pas Wonder Woman. Accepte que les autres t'aident. Et là, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire, en tout cas. Accepte que d'autres puissent t'aider, que t'es pas la superwoman, que tu as le Mm. droit d'être aidée, qu'on prenne soin de toi. Comme si je m'interdisais qu'on prenne soin de moi. Et même dans la relation que j'avais avec mon amant, je me disais, mais j'y croyais pas en fait à ce bonheur qu'il me donnait, à cet amour qu'il me donnait. J'avais l'impression de me dire, mais non, il fait ça parce que il veut m'amadouer, parce que c'est le début et que ça n'existe pas en fait de vivre une relation comme ça, d'être autant aimé, d'être autant choyé, et qu'on prenne autant soin de moi. Je me dis, mais non, c'est pas possible, je connais pas ça, je connais pas. Et je lui ai fait tellement de mal avec mes allées et venues, à lui dire, il encaissait des choses, enfin, dire à l'homme, enfin, à l'homme que l'on aime, en fait, j'aime encore mon ex, et si demain il revient, bah, je te quitte. C'est dur, et il est resté. Et je m'en veux parce que je l'ai malmené et que c'était contre ma volonté, parce que j'ai qu'une envie aujourd'hui, c'est parce que du coup, on s'est séparés, ça va faire 2 mois, enfin 1 mois officiellement, et il s'est remis avec quelqu'un et ça m'a détruit. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, il faisait partie intégrante de ma vie maintenant depuis 1 an et que je ne voulais pas le quitter, je ne voulais pas qu'il sorte de ma vie. Je voulais vivre cette relation. Je voulais, enfin en fait, c'est pas je voulais, c'est je veux
je veux vivre cette belle relation, je veux m'interdire d'être heureuse et d'enlever cette satanée culpabilité de me dire, oh là là, si mon ex-conjoint il sait que je reviens encore vers lui, et s'il voit une photo de lui chez moi, si demain je me marie avec cet homme-là, qu'est-ce qu'il va penser? Je vais encore le blesser. Et du coup, cette culpabilité qui revient, et ça me rend dingue en fait. Je me dis, mais il faut que j'arrive à sortir de tout ça et juste penser à moi en fait. Juste assumer mes choix et penser à moi. Ouais, il faudrait que j'arrive à penser à moi, assumer mes choix. Et c'est justement ce que vous n'avez pas appris à faire quand vous étiez enfant, à penser à vous. Et donc c'est très difficile. C'est normal que je vous retrouve aujourd'hui à l'âge adulte, alors que vous avez une vie d'adulte et vous êtes mère de deux enfants, que cette chose-là soit compliquée pour vous, de penser à vous. Parce que c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'éduque. Vous le voyez bien avec vos petits, peut-être, mais d'arriver à se connecter à notre désir profond, de pouvoir savoir ce que l'on veut, ce qui nous rend joyeux, ce qui nous rend vivants, eh bien, c'est quelque chose qui s'apprend et particulièrement pendant l'enfance, pour après arriver à être un adulte libre de faire ses choix. Vous, vous n'avez pas appris ça. Vous avez été à l'écoute des autres, des besoins des autres. Quand on a une maman qui est alcoolique aussi, on est en survigilance en permanence parce qu'il faut la protéger, la surveiller. Donc, on développe des capacités qui sont à la fois, vous dites, bah, c'est votre force, hein, mais c'est aussi, ça se retourne aussi contre vous parce que vous pensez plus aux autres qu'à vous. Et donc, c'est normal que tout ait explosé en vol. Moi, je comprends bien votre histoire, hein. Et aussi, je comprends bien que quand vous avez rencontré cet homme qui prêtait attention à vous, à vos besoins, qui était attentionné, vous n'avez pas pu résister parce que c'est tellement bon qu'on s'occupe aussi de nous. Et alors, c'est toujours très étrange ce truc de, à la fois, c'est hyper bon d'être aimé et en même temps, on peut avoir peur d'être aimé. Et donc, on veut et on a peur. D'où ces va-et-vient que vous avez fait avec cet homme-là qui semble tout à fait surprenant. Parce qu'on va dire, bah, si vous rencontrez quelqu'un qui vous aime, magnifique, superbe, vivez votre vie. Et en fait, non. Parce que ça peut faire peur aussi, ces liens d'amour, quand on les a pas vécus quand on était enfant. Et c'est très étrange, mais c'est une réalité. Mm. Qu'est-ce que vous ressentez quand on parle de tout ça? Bah, ça me fait comprendre plein de choses en fait. De pourquoi, oui, pourquoi j'ai été totalement instable ces derniers mois, depuis un an, et que je n'arrive pas à me pardonner en fait. Parce que j'ai toujours, voilà, eu une vie où j'ai fait la plupart du temps les bons choix, un peu pas exemplaires, mais presque. Et là, d'avoir pas vrillé, mais avoir emprunté un mauvais chemin et voir toutes les conséquences derrière que ça a engendré, euh, c'est dur. C'est très dur. Je ressentais quand vous parliez ce côté disproportionné. C'est-à-dire pour une fois que vous, oui, peut-être vous prenez un chemin de traverse, la sentence est quand même énorme, quoi. Et du coup, ça vous envoie aussi le message que bah, si une fois vous pensez à vous, bah, c'est la fin du monde, quoi. Tout s'effondre. Donc, je trouve que ça renforce votre croyance d'enfant qui est que vous devez penser à tout le monde pour que tout le monde aille bien, quoi. Mm. Et là encore, dans ma nouvelle relation, je suis encore, et ça, je veux arrêter en fait. Je suis encore à me dire, qu'est-ce que mon ex-conjoint va penser? Est-ce que je vais le faire souffrir s'il apprend ça? Et ça me rend dingue. Je veux être égoïste en fait. Je veux être égoïste. Je veux vivre cette relation. Je veux pouvoir embrasser mon nouveau conjoint devant mes enfants. Je veux pouvoir dire à mon enfant, c'est mon nouveau chéri. Même si ça le rend triste, tant pis. Mais et charge à moi de faire les choses bien, mais je veux ouais, enlever cette culpabilité et penser à moi, en fait, pour une fois dans ma vie. Je veux enlever cette culpabilité et penser à moi pour une fois dans ma vie. Mm, C'est ça votre histoire aussi, Émilie. Parce que mm, cette culpabilité, elle ne vient pas d'aujourd'hui. Vous la portez depuis des années. Vivre avec une maman qui est dans un état émotionnel vraiment douloureux au point qu'elle va le compenser par l'alcool qui évidemment va faire qu'amplifier le problème. Et cet état émotionnel douloureux à cause du chemin qu'a pris votre père en ayant une relation extra-conjugale. Donc vous voyez tous les messages que vous enregistrez là à ce moment-là. Et d'avoir pris ce rôle de prendre soin d'elle, c'est-à-dire que vous avez vécu avec cette espèce de culpabilité en permanence, c'est-à-dire cette responsabilité qui n'était pas ajustée. La petite fille que vous étiez, elle aurait eu besoin de quoi pour enregistrer le message que tu as le droit de penser à toi? Et ce qui est bien, c'est qu'on pense aussi à toi, qu'on prenne soin de toi. Elle aurait eu besoin d'entendre quoi?
Je pense qu'elle aurait eu besoin que sa maman revienne et lui dise je suis là pour toi, ça y est, je suis là pour toi, ma chérie. Ouais. Ouais. Je suis là pour toi, ma chérie. C'est moi qui suis là pour toi. Mm. C'est ça dont elle aurait eu besoin, la petite fille. Mm. Ouais. Je comprends votre émotion. Elle aurait vraiment eu besoin d'entendre ça, la petite fille. Je suis là pour toi, ma chérie. Mm. Ouais. Pardon. Mais je comprends très bien que vous soyez émue. C'est ça qu'il aurait dû se passer. Ouais. Mm. Et on pourrait imaginer aussi, parce que c'est une maman, parce que c'est une adulte, qu'elle dise, la situation me fait beaucoup de peine, celle que je traverse avec ton papa, mais je vais prendre soin de moi. Je vais essayer de gérer ces émotions. C'est pas à toi à gérer mes émotions désagréables qui m'encombrent aujourd'hui, c'est à moi à le faire, parce que je suis l'adulte et toi tu es l'enfant. Et puis de voir qu'elle y arrive, de voir qu'elle Ouais. arrive à travers ça. Alors, est-ce que c'est à coup de séance chez le psy, comme vous faites là aujourd'hui avec moi? Est-ce que c'est à coup de prise en charge de son bonheur en faisant, je sais pas, du sport, des activités, des amitiés, etc. Mais qu'elle prenne soin d'elle Mm. comme une adulte prend soin d'elle. Et de voir sa maman qui rebondit de cette épreuve. Oui, c'est douloureux, mais elle rebondit, elle ne s'effondre pas. Mm. Et elle a finalement jamais rebondi. Ça va faire 16 17 ans et elle a certes enlevé son addiction, mais mentalement et psychiquement, elle est l'ombre d'elle-même. Elle est assistée pour tout aujourd'hui. Je suis son pilier dans sa vie encore aujourd'hui. C'est dès qu'elle a un problème, elle m'appelle. C'est à moi de tout gérer encore. Donc ouais, c'est compliqué. Mais oui, je comprends tellement du coup tout ce qui vous est arrivé. Et je peux aussi imaginer que ça doit être assez angoissant le fait que vous-même, vous avez vécu cette relation extra-conjugale, vous avez pris un chemin de traverse et que votre conjoint vous a dit, bah, c'est la pire chose que tu puisses me faire. On a presque l'impression d'entendre votre mère qui Mm, dit, bah, en fait, c'est la pire chose que son mari pouvait lui faire et elle s'effondre. C'est comme si infidélité est égale effondrement. mm, Et de nouveau, hein, aussi peut-être surprenant que ça puisse paraître, non, il n'y a pas de lien de cause à effet. L'infidélité ne veut pas spécialement dire qu'on s'effondre. Ça peut dire parfois tristesse, colère, oui, mais pas effondrement. mm. Euh, et là, de nouveau, vous êtes face à quelqu'un qui, en un coup, a une émotion hyper puissante, comme votre mère a une émotion hyper puissante. Et ça, Mm. ça doit peut-être aussi, je ne sais pas, hein, mais je me dis que ça peut aussi vous inquiéter de voir ça, parce que de sentir du coup responsable des émotions de du père de vos enfants, quoi. Ah oui, savoir que je l'ai détruit et je le vois aujourd'hui, il a rebondi, hein, il a retrouvé quelqu'un, etc. Mais il m'a dit, j'arrive pas à m'attacher, je suis pas amoureux, j'avance au jour le jour, mais tous les jours, je pense à ce que tu m'as fait. Tous les Ok, jours, voilà. attendez, vous dites une chose importante. Vous avez dit de savoir que je l'ai détruit. Est-ce que Mm. c'est vous qui l'avez détruit? Est-ce que vous avez détruit cet homme en agissant comme ça? Je pense que oui. En tout cas, c'est ce qu'il me dit. C'est ce qu'il vous dit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vous qui l'avez détruit? Je repose ma question. Je pense que oui. Mais si vous me... C'est comme si vous aviez le pouvoir de détruire quelqu'un. Est-ce qu'on a, nous, les êtres humains, le pouvoir de détruire quelqu'un? Là, en agissant comme ça. Est-ce que c'est juste, en fait, il aurait pu réagir autrement? Comment est-ce qu'il aurait pu vivre les choses pour ne pas être détruit par cette situation? Bah, se remettre en question et comprendre pourquoi. Ben, bien sûr que oui. Mm. Se remettre en question, comprendre pourquoi, et du coup d'être responsable de ses émotions. Vous êtes responsable de ce que vous avez vécu. Il se fait comment j'ai trahi la règle du jeu de notre relation qui était l'exclusivité amoureuse et sexuelle. Ok, vous avez trahi une règle. Mais ce que c'est venu engendrer chez lui, c'est sa responsabilité à lui, c'est pas votre responsabilité. Vous savez, les émotions qu'on ressent, elles viennent en fonction de l'histoire qu'on se raconte. Si je me dis, par exemple,
que en agissant de la sorte, elle vient dire que je suis imminable, que je ne vaux pas la peine d'être aimée, que je suis bon à être jeté, forcément, je vais avoir des émotions, mais horribles qui vont m'encombrer. Si je me dis, à ce moment-là, je l'ai laissée seule, elle a cherché du réconfort, elle avait besoin de pouvoir se reposer sur l'épaule de quelqu'un, bah, je vais avoir d'autres émotions au fond de moi. Bah, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les émotions qu'on ressent dépendent uniquement de l'histoire qu'on se raconte. Donc, vous ne l'avez pas détruit. Vous avez trahi les règles du jeu à un moment donné, dans un contexte particulier. Mais le fait que lui ait ces émotions extrêmement puissantes, c'est son problème. C'est sa façon à lui de se raconter l'histoire. Et donc, tout ça pour dire que je ne suis pas responsable des émotions des autres. Chacun gère son émotion. Et c'est ça, en fait, qui est très important de comprendre pour retrouver votre liberté. Alors, Mm. bien sûr que vous pouvez dire, je te demande pardon d'avoir trahi les règles du jeu. Parce que je te demande, je les regrette. J'aurais bien voulu faire autrement. Il se fait que ça vient dans un contexte, dans une histoire profonde qui vient de mon enfance. Enfin, ça sort pas de nulle part, quoi. Quand un jour, je me réveille en me disant, oh, si je faisais du mal à cet homme, c'est pas ça votre Mm. histoire. Vous n'avez pas dit, je vais lui faire du mal. C'est pas ça qui s'est Oui. passé. Mm. Mais bon, donc, on doit mettre dans un contexte et puis on calme le jeu. Voilà, ça. Puis en plus, c'était une longue histoire, etc. Donc voilà, de remettre les choses dans un contexte. Et c'était pas intentionnel, c'était pas pour le détruire que vous avez fait Mm. ça. Et après, lui qui puisse aussi apprendre à gérer ses émotions. Mais chacun est responsable de ses émotions. Et ça, c'est très important de le savoir. Et à mon avis, vous n'avez pas enregistré cette information-là qui est fondamentale dans les relations humaines parce que votre mère, c'est pas comme ça qu'elle a agi. Elle Mm. s'est effondrée après l'annonce de l'infidélité, ou la découverte de l'infidélité. Elle aurait pu ne pas s'effondrer. Il y a beaucoup de femmes qui ont un mari infidèle et qui ne s'effondrent pas pour autant. Et qui prennent des décisions pour qu'elles se sentent bien, heureuses. Et puis parfois, il faut rompre. Parfois, elles réparent avec leur conjoint, etc. Enfin, il y a plein de façons d'agir. Mais tout le monde ne tombe pas dans l'alcoolisme après euh, une Mm. infidélité. Non, vraiment pas. Et tout le Mm. monde ne peut pas dire j'ai été détruit par une infidélité. Non, ça c'est votre conjoint actuel qui vit les choses comme ça. Je dis pas que ça fait pas mal parce que comme il y a une trahison, ça fait toujours un petit peu mal, mais on peut vite rebondir par rapport à ça en fonction des croyances qu'on a et des histoires qu'on se raconte. Vous comprenez quand je dis ça, l'histoire qu'on se raconte, le lien avec les émotions? Mm. Donc aujourd'hui, votre enjeu, c'est d'arriver à rectifier ces choses-là dans votre esprit. Et là, cette chose-là, c'est de dire je ne suis pas responsable du bonheur des gens que j'aime. Je ne suis pas responsable des émotions des gens qui m'entourent. Chacun est responsable de gérer ses propres émotions. Je suis responsable d'une chose, c'est de ce que je ressens et de mes émotions, d'arriver aussi à bien les vivre, à trouver du bonheur. Donc je reprends un peu ma liberté au lieu d'être dans cette espèce de fusion émotionnelle avec toutes les personnes autour de vous. Mm. Et cette posture-là va vous permettre de pouvoir écouter ce qu'il y a au fond de votre cœur Mm. et de comprendre qu'en fait, c'est assez dur ce que je vais vous dire, même très dur, mais ça a été le choix de votre mère, alors dans un contexte, dans son histoire, etc., de sombrer dans l'alcool. Elle aurait peut-être pu faire autrement. Alors à ce moment-là, je dis ça sans aucun jugement sur sa personne, mais pour dire que c'est sa responsabilité aussi, quoi. C'est-à-dire que on peut faire autrement dans ces situations. Et pourquoi je dis ça? Pour que vous puissiez vous sentir un peu libéré de ce poids de devoir porter tout le malheur du monde. Mm. Mais quand je dis tout ça, j'ai besoin de savoir ce que vous ressentez. Je vois les choses sous un autre angle. J'ai jamais fait le lien avec l'enfance et l'histoire avec ma maman. Du coup, c'est une première et effectivement, je vois les choses différemment. Et effectivement, vous avez raison, je ne peux pas toujours m'inquiéter pour les autres et me substituer aux autres et au malheur et de faire en sorte. Je n'ai pas une baguette magique et il faut que je me ressente sur moi et sur ce que je veux sans avoir peur du jugement et sans avoir peur de faire mal autour de moi. Ouais, c'est ça, sans avoir peur de faire mal autour de vous. Mm. Ouais. C'est pas votre responsabilité. Vous comprenez bien la différence, hein. Je me réveille un matin et je me dis, allez, je vais aller détruire mon mari, je vais lui faire un truc, une saloperie. Vous aurez raison de vous sentir responsable de ses émotions, ok? C'est pas Mm. du tout ce qui s'est passé dans votre histoire. Mm. Vous n'avez pas eu cette intention de faire mal à l'autre. Oui, ça a fait mal parce qu'il y a une trahison, mais ce n'était pas votre intention.
Et c'est très important, cette remise dans le contexte et dans votre histoire profonde et dans votre histoire d'enfant. Parce qu'un coup, tout s'éclaire et tout se comprend. Enfin, je suis désolée, je vous écoute depuis tout à l'heure. Il n'y a rien qui est illogique dans ce que vous me partagez. Et j'ai même envie de vous dire, ça allait arriver, cette affaire-là. Parce qu'à un moment, on ne peut pas continuer éternellement à penser toujours aux besoins des autres. Ce qui s'est Mm, passé, c'est que vous avez tellement été là-dedans qu'à un moment, ça a craqué de manière un peu forte et violente. Vous voyez, c'est un peu qu'on passe d'un extrême à un autre. mm, Alors que si, voilà, on apprend progressivement à s'écouter, on n'a peut-être pas besoin de passer par cette étape de la crise conjugale, de l'infidélité qui fait mal, etc. Mais voilà, c'est comme ça, c'est nos vies, elles sont imparfaites. Et vous avez peut-être besoin de passer par là pour rectifier des choses dans votre histoire, dans votre enfance, des croyances que vous avez pour vous en libérer. Il y a mm, vraiment un travail de libération là chez vous. mm. C'est lourd hein, ce que vous avez vécu. Vous avez découvert à la faveur de cette relation extra-conjugale que un homme pouvait prendre soin de vous. Ça existe, ces hommes bons, attentionnés, délicats. Ils existent, vraiment ils existent. Et vous méritez qu'on prenne soin de vous aussi. Et vous ne méritez pas de tout porter. Voilà, c'est pas ça une relation. Une relation, c'est pas je porte tout. C'est que je peux aussi m'appuyer comme ça sur l'épaule de mon homme et respirer, savoir que je peux compter sur lui. C'est ça aussi une relation qui est saine. Raison pour laquelle, ouais, je veux absolument me remettre avec mon nouveau partenaire parce que j'y crois en fait dans cette relation. Et même si ça peut faire du mal autour, je veux la vivre, cette relation en fait. Surtout, agrippez-vous à ce que je veux absolument revivre et que j'ai vécu avec lui. C'est une relation dans laquelle on prenne soin de moi, d'accord? Qu'on me prête attention à moi. Ça, vous le gardez et vous dites plus jamais je renonce à ça. Mais peut-être il faudra voir si c'est avec cette personne qui voudra le vivre. Ça, ça se rediscute. Il faut voir, bon, lui, où il en est, ce qu'il vit. J'entends qu'il y a aussi d'autres relations. Bref, tout ça est peut-être un peu plus compliqué. Mais il faut se dire que dans notre vie, on va rencontrer des personnes sur notre chemin qui vont nous rappeler des choses essentielles à notre vie, qui vont nous permettre de comprendre des choses sur nous. Et cet homme-là a fait partie de ces personnes importantes sur votre chemin. Mm. Est-ce que c'est avec lui qu'il faut cheminer jusqu'au reste de vos jours? Là, on n'en sait rien à l'heure actuelle. Mais en tout cas, on prend l'info et on le remercie de vous avoir fait découvrir ce bonheur que c'est d'être aussi aimé. Mm. Et puis, il faudrait peut-être se poser la question avec le père de vos enfants. Alors, soit il dit c'est impossible de reconstruire. Bah voilà, si c'est impossible, ça c'est son chemin à lui. Mais évidemment qu'on peut reconstruire une relation alors qu'elle était abîmée par une relation extra-conjugale quand on fait exactement ce qu'on est en train de faire actuellement. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre d'où ça vient, on remet du contexte, on reprend chacun sa part de responsabilité, on apprend à s'écouter, se comprendre, avoir de l'empathie pour l'autre. Et on comprend que voilà, au départ, on voulait pas se faire du mal, on voulait s'aimer. On a pris ce chemin de traverse, mais maintenant peut-être qu'on peut cheminer autrement ensemble. Tout ça aussi est possible. Mais il faut effectivement faire ce chemin un peu d'introspection. On va devoir s'arrêter, mais comment vous vous sentez là à la fin de cette consultation? Bah écoutez, soulagée. Il y a plein de choses que j'ai comprises. Et oui, je me sens bien, je me sens apaisée et encore plus confiante dans voilà, ma volonté en fait, de vouloir vivre pour moi et d'être heureuse et de m'autoriser à vivre, si je me remets avec lui, cette belle histoire d'amour en fait. Vous êtes trop touchante. Merci en tout cas pour votre confiance. Merci Et à vous. merci pour votre témoignage, parce que c'est vraiment très beau tout ce que vous m'avez partagé. Et bonne continuation sur ce chemin de liberté. Mm. Merci C'est à un vous en tout beau cas. chemin. Merci. Au revoir. Au revoir. Si l'écoute de cette consultation vous a permis de mieux comprendre la complexité des relations humaines, des relations d'amour, des relations sexuelles, si elle vous a donné des clés pour éclairer votre propre vie ou celle de vos proches, mettez un avis 5 étoiles, likez la vidéo, abonnez-vous pour que je puisse le savoir et vous en proposer d'autres. C'est très important pour moi. Je poursuivrai cette aventure seulement si elle vous aide. Si vous sentez le besoin d'être accompagné, sachez que j'organise des stages réservés aux célibataires, des stages réservés aux femmes, des stages réservés aux couples, que chaque semaine je vous envoie une newsletter, le boudoir de Thérèse, où je vous partage des idées pour raviver la flamme sexuelle, qu'il y a un catalogue de plus de 70 conférences sur l'amour et la sexualité à écouter et que je reçois aussi en consultation privée. Allez faire un tour sur mon site internet www.thereseargot.com. À très bientôt pour une nouvelle consultation.